Notre chroniqueuse théâtre, Pascaline Lamar, a de petits yeux ce matin, puis elle va nous expliquer pourquoi elle s'est couchée tard, mais pour la bonne cause, évidemment. C'est parce qu'elle est allée voir un show hier au Trident, mais c'est pas avec lui qu'on va commencer, Pascaline. Oh si, je peux commencer avec lui. On va évacuer ça tout de suite. On va évacuer, on va purger le sujet. Oui, donc on va commencer avec une pièce aussi foisonnante que singulière, La trajectoire des confettis, qui joue au Trident jusqu'au 17 mai. Il s'agit donc de l'adaptation du roman de Marie-Ève Thuot, qui est paru en 2019, qui est un livre intense, multiple, ambitieux, et on va se le dire, c'est pas facile à transposer sur scène tant ça brasse de personnages, de récits croisés, de fragments de vie. C'est beaucoup de stock, même si tout le roman n'est pas transposé sur scène. L'histoire, pour résumer très très rapidement, c'est une fresque qui dépeint la réalité de 4 frères aux prises avec de nombreuses injonctions morales et sociales, tout en ancrant ces injonctions et leur histoire dans une temporalité très longue. Puis c'est l'histoire de ces 4 frères et des femmes qui sont dans leur vie. Et donc on va naviguer entre 2015, 1899, 2027. Et donc, transposer cette saga chorale, c'est le parti qu'ont relevé Sophie Vaillancourt-Léonard à l'adaptation et Daniel Le Sceau-Farmer à la mise en scène. Et quel pari! Sur 3h20, entr'actes compris, on traverse plusieurs générations, des secrets de famille, des amours contrariés, des obsessions, des ruptures, des naissances. Bref, tout ce qui fait la matière vive d'une grande fresque humaine. L'intrigue est absolument pas linéaire. On saute d'une époque à l'autre, parfois très rapidement, parfois avec plus de souffle. Et le spectateur est amené à reconstruire le fil narratif au fur et à mesure, comme on assemblerait une courte pointe avec des morceaux hétéroclites, mais profondément liés. Il y a toujours des choses qui lient chaque scène à une autre. Ce qui frappe dans cette adaptation par rapport au livre, c'est le choix assumé d'illustrer la sexualité de manière très directe. Là où le roman en parle beaucoup, la pièce, elle, montre explicitement. Et c'est parfois troublant, parfois dérangeant, ça plaira pas à tout le monde. D'ailleurs, c'est pas tout le monde qui est revenu après l'entracte. Et c'est dommage parce qu'il y avait des trucs très très drôles dans la deuxième partie. Ça rigolait beaucoup plus, même c'était un peu plus sombre souvent. Mais je sais pas si tu l'as mentionné déjà, mais tu nous dis que le spectacle a duré 3h20. Ça veut dire que ça commence à 20h. L'entracte était à 22h. Ouais, je peux comprendre qu'il y a des gens qui se sont dit si on est seulement à la mi-show, qu'il en reste encore 2 heures. Je me suis dit, soit ils ont pas aimé, soit ils doivent se lever tôt. Ouais, peut-être. Ce qui sont 2 très bonnes raisons. C'est ça. Visuellement, le spectacle est d'une très grande beauté. La scénographie repose sur une imposante structure rectangulaire qui est en rotation, pas de manière permanente, mais cette rotation est actionnée par les comédiens qui se baissent et puis qui poussent, qui courent, qui poussent lentement, tout ça, cette scène en rotation. Et cette plateforme tournante permet de faire exister plusieurs lieux à la fois. C'est une cuisine, une chambre, un salon. Ils changent les meubles à chaque fois pour faire les transitions entre les scènes. Et ça incarne merveilleusement bien le vertige temporel de l'œuvre. Et on a littéralement l'impression que les vies se croisent, s'effleurent. C'est un tourbillon que rien ne peut arrêter. C'est ingénieux, c'est fluide, c'est vraiment une très belle idée. La distribution est très cohérente, on voit qu'il y a un plaisir de jouer ensemble. Est-ce que c'est une pièce parfaite ? Non. Par moments, on se perd un peu, il y a certaines scènes qui semblent trop longues, trop chargées, et il faut le dire, on n'entend pas très bien toutes les répliques. C'est un petit peu gênant parce qu'on perd des morceaux. Mais c'est une proposition théâtrale riche, courageuse, qui cherche à faire cohabiter la densité du roman et les contraintes ou les libertés de la scène. Une chose est sûre, c'est qu'en sortant, vous allez avoir envie de lire le roman. Pas pour comparer, mais pour aller plus loin, comprendre ce qu'on a entrevu, ce qui nous a échappé, et continuer à notre rythme cette grande traversée du corps et des mémoires. La trajectoire des confettis, donc, présentée au Trident. Jusqu'au 17 mai. Jusqu'au 17 mai. À l'aborder maintenant, en attendant Godot, le classique de tous les classiques. Le classique de tous les classiques, aussi jusqu'au 17 mai. Donc, vous avez du choix pour ce début de printemps. Alors, je dois l'admettre, moi, j'y allais vraiment à reculons. Beckett, le théâtre de l'absurde, là, c'est pas nécessairement un théâtre qui me parle. Je trouve ça un peu aride. Et pourtant, j'en suis ressortie touchée, étonnée, habité par une espèce d'émotion douce, inattendue.
Cette version-là est mise en scène avec beaucoup d'intelligence, de sensibilité, et ça m'a fait découvrir ce classique autrement. Donc si vous aussi vous avez peur de vous ennuyer en allant voir un classique des classiques, détrompez-vous. Donc le pitch, tout le monde le connaît. Là, on a 2 personnages sur scène, Vladimir et Estragon, qui sont 2 vagabonds philosophes-ish. Et ils passent leur journée à attendre quelqu'un qui s'appelle Godot, puis qui viendra pas. On attend et on meuble ce vide avec des mots, des gestes, des souvenirs, des silences. Il se passe rien et pourtant tout se joue dans cette attente. Et ce qui rend cette version particulièrement accessible à mon sens, c'est le choix du registre comique, sur lequel on insiste. On rit beaucoup dans cette pièce-là. Et le texte de Beckett est devenu un vrai terrain de jeu pour les 2 comédiens, Michel Nadeau et Vincent Champoux, qui forment un duo lumineux. Ces 2 gars-là, ça fonctionne super bien en Vladimir et Estragon. Ils incarnent leur personnage non seulement par la parole, mais aussi par le corps. Ils ont des gestes amples, expressifs. C'est presque clownesque. Et puis, il y a la tendresse de leur relation ressort vraiment. C'est une complicité touchante et ça fait toute la différence pour ce genre de pièce. Je vais pas parler de Pozzo et Lucky. Mais la scénographie est tout aussi évocatrice. On sait que c'est pas la pièce où on peut avoir un décor très très flamboyant. Mais là, on a un sol rugueux, un arbre solitaire, un horizon aux couleurs chantantes. C'est très impressionniste comme fond. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les coulisses. On voit les projecteurs, on voit les poulies. Et c'est un théâtre qui se montre comme un théâtre. Et c'est une espèce de mise en abîme. On est dans l'attente, mais aussi dans la représentation de l'attente. Et ça nous rappelle que cette histoire-là, elle parle aussi de nous, de notre besoin que le théâtre fasse sens, qu'il nous rassemble et qu'il nous aide à tenir. Alors pourquoi monter en attendant Godot en 2025 ? Eh bien parce que cette pièce parle de notre monde, de nos attentes, de nos impuissances, de notre besoin de lien. Parce qu'elle va nous faire rire, elle va nous troubler, nous questionner. Et puis parce qu'au fond, dans un monde qui tourne trop vite, prendre le temps d'attendre ensemble, c'est un geste peut-être profondément subversif. Donc si vous ne l'avez jamais vu, allez-y, c'est le moment. Puis si vous l'aviez déjà vu, retournez-y parce que c'est une pièce qui a sans doute encore quelque chose à vous dire. Est-ce que c'était ta première représentation? Oui, c'est vrai? Oui, moi j'avais jamais vu ça. Puis je me suis dit, c'est très bien de l'avoir vu pour la première fois dans cette version-là. Parce que sinon, je me suis crue dans un théâtre français intello, ce que je déteste. Non, là c'était vrai, j'ai aimé ça. Génial. Vraiment. On va parler de 2 spectacles qui sont terminés malheureusement, mais tu veux quand même faire un petit retour. D'abord sur Que Dieu te garde. Oui, ça jouait la semaine dernière à la Charpente des Fauves. L'histoire, très rapidement, on est au pensionnat Villa Maria à Montréal à la fin des années 40. Une fillette apprend à se taire, à obéir, à pas faire honte. Et dans cette pièce-là, Que Dieu te garde, c'est la voix enregistrée de Marie-Paul, la grand-mère de l'auteur Audrey Thibault, qui raconte cette enfance disciplinée, sans effusion, dans un cadre religieux où les émotions n'avaient pas vraiment leur place. Et pendant que la cassette de Marie-Paul se déroule, parce qu'on entend juste la voix de Marie-Paul pendant toute la pièce, on a 2 interprètes sur scène, qui sont Paulette Darac et Samantha Clavet, qui rejouent ces souvenirs sans prononcer un mot dans une série de tableaux puissant et silencieux. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est la beauté du dispositif. C'est un théâtre où tout passe par le geste, l'espace, les objets. Le silence devient langage, la lenteur devient résistance. Il y a une scénographie qui était très riche en détails, qui recréait des lieux concrets. On parle du dortoir, du réfectoire, du parloir, et tout ça sous l'œil constant d'une religieuse qui est la figure d'autorité, qui est juchée sur une chaise d'arbitre. Et le spectacle forçait jamais l'émotion, tout était dans la retenue, le non-dit, les creux de la mémoire. C'est une pièce qui mêle archives orales. D'ailleurs, j'ai été avec Simon-Olivier Gagnon, notre chroniqueur archives. Et donc, c'était vraiment basé sur l'archive orale de la grand-mère de l'auteur, avec une mise en scène impressionniste, une performance physique rigoureuse. C'était toute une expérience sensorielle et humaine. C'est un projet interdisciplinaire ambitieux, porté avec beaucoup de sensibilité. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il faut impérativement que vous suiviez Audrey Thibault, qui est l'auteur de cette pièce-là. C'était une proposition artistique très prometteuse et je vous encourage à suivre son travail dans les années à venir. D'ailleurs, de manière générale, je vous encourage à aller à Charpente des Fauves. Là. Ce qu'on voit souvent, ça joue très peu de soirées, puis ça vaut la peine d'être vu. On découvre plein de
belles choses à la C'est de la Charpente-des-Faunes. qualité. Oui. Et on va terminer, dis-je, avec la dernière cassette qui était présentée au Diamant. Oui, alors bon, c'est passé, mais si ça repasse à Québec ou ailleurs, parce que c'est une pièce qui tourne depuis 2 ans, allez-y. La dernière cassette, c'est un spectacle qui est profondément bouleversant. C'est signé Olivier Chouanière. Il s'inspire des enregistrements laissés par André Brassard, donc le grand metteur en scène. Et il en fait une œuvre à la fois intime, théâtrale et profondément humaine. Sur scène, on a Violette Chauveau, qui est toute seule et qui incarne Brassard au crépuscule de sa vie, là, vraiment quand il est plus du tout en forme. Et j'emploie le terme « incarne » volontairement. Elle est seule en scène pendant 2 heures, en fauteuil roulant, transformée par un costume et un maquillage impressionnants. C'est presque marionnettique et c'est bouleversant. Elle est dans un appartement complètement encombré, saturé de souvenirs. Elle fume comme un pompier. Elle écoute des cassettes. Elle se souvient. Chaque geste est un rituel et chaque silence est un monde. La pièce aussi entre tendresse et crudité, parce que André Brassard, son langage n'était pas le plus châtié au monde. Mais on y entend des éclats de racines, des jurons, des aveux, des rires. C'est poétique, c'est drôle, c'est d'une grande douceur malgré la mélancolie. Et c'est une vraie déclaration d'amour au théâtre, mais aussi à la vie, à la voix et à tout ce qui reste quand tout le reste s'éteint. Un moment rare, la dernière cassette, ça tourne dans plusieurs théâtres au Québec. Surveillez ça. C'est la voix de Brassard qu'on entend, donc il était enregistré, oui. il s'enregistrait lui-même ou des gens l'enregistraient? Il s'enregistrait lui-même. C'était pas a priori des conversations qui étaient destinées à être diffusées publiquement? Il s'enregistrait les jours de son anniversaire, donc il faisait des espèces de bilans de vie. C'est vrai? Ouais. Et donc cassette A39 pour son 39e anniversaire. Non, c'est un dispositif très très intéressant, très touchant. La dernière cassette, arrangez-vous pour aller voir ça. Ouais, puis il ne rechignait pas à accorder des entrevues. André Brassard, on était familier avec sa voix très particulière. Écoute, Violette Chauveau, là, elle réchauffe sa voix pendant 45 minutes pour arriver à s'approcher du ton timbre très particulier. Puis même physiquement, là, dans son costume, dans ses poses, ses gestes, ses mimiques, c'est très, très ressemblant à André Brassard. C'est époustouflant. Merci beaucoup, Pascaline. À la prochaine. Qu'est-ce que tu vas voir avant qu'on coupe? Tiens, qu'est-ce que tu vas voir dans les semaines qui viennent? C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours beaucoup de trucs à voir. Attends, bouge pas. Je te prends des beautés. Tu me prends des beautés, j'aime pas ça. De quoi t'as l'air? J'aime pas ça, Philippe. Ça, je me vengerai. Elle est en train de consulter son agenda. Écoute, la prochaine fois que je viens vous voir, je vais avoir 5 pièces à vous parler. On va réserver une demi-heure. Ouais, parce que 5 pièces, c'est ça. Puis c'est du gros stock en plus. C'est du gros stock. Merci, Pascaline. Bye-bye.